Voilà, voilà. Pouvoir démarrer. Merci Charles. OK, je règle un peu, voilà, très bien. Oui, Je touche plus à rien. très bien, merci Charles. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live Executive Studio. Nous avons régulièrement le plaisir de vous proposer des lives 100% inspirants avec de nombreuses personnalités, donc des moments d'inspiration et d'énergie positive pendant cette période si imprévisible. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la confiance en soi et la confiance en la vie avec Charles. Charles Pépin, romancier et philosophe. Merci Charles, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la reprise de la pandémie, ce nouveau confinement font entrer la France dans une période d'épreuve majeure qui grève en retour notre morale. Alors selon un très récent sondage, les craintes aujourd'hui sont profondes et s'installe durablement aux yeux des Français comme des décideurs. Dans ce contexte si imprévisible, la confiance est fondamentale et vitale pour chacun d'entre nous. Mais comment trouver la confiance dans cette incertitude? Eh bien, c'est avec toi, Charles, que nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui pendant ces 45 prochaines minutes. Vous avez exprimé d'ailleurs 3 attentes lors de votre inscription à ce live. La première, prendre du recul et partager un moment d'inspiration ensemble. La deuxième préoccupation, avoir des clés pour retrouver confiance en soi et en la vie aujourd'hui. Et la troisième préoccupation, retrouver l'énergie, l'élan vital, le PEPS pour avancer dans nos projets, dans nos vies, malgré tout. Alors voici les 3 préoccupations que vous avez exprimées en vous inscrivant à notre live Executive Studio. Et je vous remercie d'ailleurs de les avoir exprimées. Donc Charles Pépin est notre invité aujourd'hui. Encore merci Charles d'avoir accepté Mais notre non, c'est invitation. moi, c'est un plaisir. Quelques mots pour te présenter. Charles, tu es professeur agrégé de philosophie. Tu es romancier et tu as écrit une quinzaine de romans et d'essais philosophiques. J'en cite quelques-uns. La joie, les vertus de l'échec et ton dernier livre qui s'intitule La confiance en soi, une philosophie. Je crois même que tu as finalisé aujourd'hui même ton dernier ouvrage dont tu nous parleras peut-être. Peut-être. Tu animes très régulièrement des conférences philosophiques et tu as lancé récemment un podcast, Une philosophie pratique, à retrouver sur Spotify chaque jeudi. J'ai aussi découvert récemment que tu avais déjà plus de 10 000 heures de philosophie en actif avec le grand public. Plutôt impressionnant. Aujourd'hui, nous allons passer une heure ensemble. Merci Charles d'être avec nous ce soir. Alors juste avant de démarrer, un petit mot de remerciement à tous nos participants. Vous êtes aujourd'hui très nombreux à être inscrits à ce live Executive Studio, plus de 250 personnes inscrites. Merci de votre présence. Un petit mot également sur notre programme pendant ces 45 minutes ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pendant l'échange et nous les prendrons à la fin, effectivement, donc dans une vingtaine de minutes. Alors, première question, Charles, de façon très générale pour introduire notre échange. Selon toi, en quoi pouvons-nous avoir confiance dans ce contexte si imprévisible? En quoi pouvons-nous avoir confiance face à un tel niveau d'incertitude aujourd'hui? Alors d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que la question de la confiance se pose précisément lorsqu'il y a de l'incertitude. Hein, la confiance, c'est pas être sûr de soi. Et donc, déjà, on part mal quand on se dit, bah, puisqu'il y a plus d'incertitude, je vais avoir moins confiance. En vérité, on doit avoir confiance en la vie, en l'avenir, en les autres, précisément quand c'est difficile. C'est là que la question de la confiance se pose. Donc j'aurais envie de répondre de façon un peu provocatrice, c'est que c'est en l'incertitude elle-même qu'il faut avoir confiance. Parce que qui dit incertitude, dit positif comme négatif. Et le pire n'est jamais certain. Et puis bien sûr, dans toute confiance, et c'est la thèse de mon livre, l'articulation de trois choses, de trois dimensions. Il y a une dimension qui est liée à son expérience et à sa compétence. Donc, on peut quand même avoir confiance en certaines choses qu'on sait faire et qu'on sait répéter. Il y a une dimension qui n'est pas technique, mais qui est relationnelle. C'est faire confiance aux autres, savoir les écouter, savoir déléguer. Et puis, il y a une dimension mystique, la confiance en je ne sais quoi, la confiance en la vie. Eh bien, où qu'on soit, que l'on soit plutôt mystique, plutôt technique ou plutôt relationnel, si on veut avoir davantage confiance, et donc je réponds à la question, il faut toujours développer ces trois dimensions. Plus d'expertise, plus de relations et plus de mystère. Et le problème, c'est qu'en général,
eh bien, ces façons de voir la confiance ne dialoguent pas. Vous avez des coachs un peu à l'américaine, très volontaristes, très techniciens, qui vont dire si tu t'entraînes, tout va bien se passer. Vous avez des psys de l'art de la relation, le lien, la qualité de lien. Et puis, vous avez les mystiques comme Christian Bobin ou d'autres qui disent tu ne sais jamais rien, mais Dieu, c'est le mystère. Et en fait, ces gens ne se parlent jamais. Et je pense qu'il faut créer un dialogue entre un certain coaching de la volonté à l'américaine, une mystique, on va dire, très européenne, et un art de la relation. J'en viendrai à un conseil très concret pour toute personne qui nous écoute, c'est que si on veut avoir davantage confiance dans un univers incertain, il faut développer ces 3 dimensions. Ça veut dire très concrètement, eh bien, s'accrocher à ce qu'on sait déjà faire, créer des bons liens avec les autres, et évidemment, écouter de la musique, regarder des œuvres d'art, méditer. Voilà, 3 dimensions toujours. Très bien, merci. Alors, aurais-tu aujourd'hui d'autres pistes pour apprivoiser aussi l'incertitude et renforcer notre confiance? Alors, l'incertitude nous effraie. Il est normal qu'elle nous fasse peur parce que, je dirais, nous sommes mal élevés. On nous dit souvent qu'il faut se préparer. On nous dit souvent qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On nous propose de faire des business plans. On a fait des écoles d'ingénieurs ou de commerce dans lesquelles on sacralise l'anticipation, on sacralise la prévision. Si bien que quand on découvre que le biotope de l'animal humain, c'est l'incertitude, on est en panique. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de changer d'éducation et de dire aux enfants, de dire aux étudiants d'école de commerce, de dire à tout le monde, en fait, la norme, c'est l'incertitude. On peut s'accrocher à des îlots de certitude, on peut repérer des bouées de certitude, mais c'est dans un océan d'incertitude. Donc ça, c'est le contexte le plus global de la réflexion, c'est que nous habitons l'incertain. Nous n'habitons pas le monde des certitudes. Si on comprend ça, on va avoir des affects différents et on va vivre différemment le rapport à l'incertitude. Notamment, on va comprendre que parfois, on s'accroche à ce qui est certain parce qu'on a peur de l'inconnu et parce qu'on a peur de l'incertain. Et puis, peu à peu, à force de changer son regard, on va comprendre que plus il y a d'incertitude, plus il y a de liberté, que plus il y a d'incertitude, plus il y a un champ du possible ouvert, même si, évidemment, dans ce champ du possible ouvert, il y a aussi des choses très négatives. Et nous allons peu à peu apprendre à aimer ce qui au début nous angoissait. C'est une pédagogie lente. Nous allons peu à peu apprendre à faire de cette incertitude notre amie parce qu'elle est l'occasion d'un changement de regard, d'un art du pivot, d'un art de l'agilité. Alors évidemment, c'est angoissant et cette angoisse, on doit l'accepter. On ne doit pas essayer de la domestiquer complètement, de la terrasser. On doit simplement apprendre à vivre avec jusqu'à ce qu'elle devienne un moteur et plus une entrave paralysante. Je m'explique. Sur un point très concret, vous avez une incertitude pour votre entreprise qui dépend de la réouverture des commerces. Vous avez une incertitude par rapport à une date de vacances. Est-ce que vous pourrez partir à l'étranger avec vos enfants? Et vous n'êtes pas habitué à ce degré d'incertitude qui a été accru par cette crise économique et sanitaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, 2 choses. D'abord, se concentrer sur des choses qu'on sait déjà, à savoir, par exemple, je ne sais pas quand je pourrai partir en vacances, mais je sais que quand je partirai en vacances, j'irai là. Je ne sais pas quand le magasin réouvrira, mais je sais que quand il réouvrira, je ferai ça dans la vitrine. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de se dire aussi que, comme nous l'avait bien montré Sartre, eh bien, la liberté est toujours angoissante. Pourquoi? Parce que plus il y a d'incertitudes, plus j'ai de possibilités différentes de réagir à cette incertitude. Et donc, à force, je vais apprendre à. C'est Sartre qui disait l'angoisse et la liberté et la saisie réflexive. Pardon, l'angoisse est la saisie réflexive de la liberté par elle-même. Ce qui veut dire qu'au fond, il y a un moment où, par une sorte de sagesse progressive, je vais repérer dans mon corps quelque chose qui ressemble à de l'angoisse et qui va me faire un peu jubiler, qui va quelque part m'exciter. Parce que n'oublions pas aussi que nous, les humains, et ça s'explique par l'évolution de l'espèce, on est capable de s'adapter à des nouveaux dangers. On est capable de s'adapter, et figurez-vous qu'on a réussi à survivre alors qu'on n'avait pas de manteau, on n'avait pas d'armes, on n'était pas rapide, on n'avait pas de carapace, on n'avait pas de venin, on n'avait pas grand-chose. Et comment on fait? Comment on a fait alors pour survivre à tous les dangers? C'est plus vite, beaucoup mieux que les autres espèces, parce qu'on avait une agilité mentale et parce qu'on avait un art du lien.
on est capable de se lier entre nous et de travailler ensemble pour résister à une adversité. Donc, je vous répondrai, oui, aujourd'hui, il y a une incertitude accrue. Oui, c'est angoissant, mais deux réactions possibles. Sentir que la liberté se développe paradoxalement dans ce jeu de contraintes et aller chercher en soi des ressources de créativité, j'ai presque envie de dire des ressources de joie combative qu'on va déployer précisément dans la mesure de la confrontation avec cette adversité. Très bien. Merci. Donc effectivement, accepter la certitude, accepter l'imprévisible. Voilà. Mais je peux rajouter une chose. Oui. En fait, j'imagine que des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu veux que j'ouvre la conversation pour voir les questions ou pas? Ou je ne veux Alors, pas? on peut, alors pour Mais pendant ce l'instant, temps, je termine l'idée. oui, Finalement, certains doivent nous écouter ou certaines en se disant il est bien gentil, mais moi, je n'arrive pas à accepter cette incertitude. Je la trouve juste et je la trouve insupportable. Et alors, je comprends cette objection. oui, Les stoïciens nous le montraient déjà. On ne va pas accepter comme ça par décret. On ne va pas accepter par décision. Si on n'arrive pas à l'accepter, ce n'est pas en décidant de l'accepter qu'on va l'accepter. Il faut donc aller plus loin dans le raisonnement. Et les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Sénèque, nous disaient, si tu veux réussir à accepter, tu dois aller jusqu'à aimer ce que tu veux accepter. Et là, il y a un travail de changement de représentation mentale. Comment je fais pour aimer cette situation qui est vraiment une situation pourrie? Eh bien, la réponse, c'est que si tu n'arrives pas à l'aimer, tu n'arriveras jamais à l'accepter. C'est exactement comme un divorce, une séparation, une désillusion, une défaite. On ne peut pas l'accepter sans l'aimer. Autrement, ça n'est que de la résignation. Et tout mon travail, c'est d'aller chercher des affects positifs et pas les affects négatifs. La résignation est un affect négatif. En revanche, la combativité est un affect positif. Alors, comment on fait pour aller jusqu'à aimer la chose que l'on veut accepter? Eh bien, on arrive à travailler sa représentation mentale jusqu'à comprendre que ce qui était un obstacle peut devenir une opportunité. Il y a un exemple de cela dans L'être et le néant de Sartre. Je prends l'exemple du rocher, je l'explique, et après, peut-être, je prends des questions si tu veux. oui. Sartre raconte l'histoire d'un homme qui meurt. Est-ce que, pardon Charles, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu aurais la possibilité de t'avancer de ton… Oui, bien sûr, comme ça, là. Voilà, merci, merci. Bah, Parce si je que le vous son, me j'ai voyez en l'impression… énorme, mais le son est meilleur, c'est ça? Voilà. Bon. Alors, du coup, Sartre raconte l'histoire d'un homme qui escalade une montagne, qui veut arriver le plus vite possible en haut de la montagne. Mais il y a un éboulis et puis il y a un rocher qui tombe comme ça, qui vient lui barrer la route. Alors, évidemment, réaction première de cet humain, comme nous aujourd'hui. Oh, pas de chance! J'ai vraiment pas de chance! Il y a un rocher qui est tombé juste devant mes pieds. C'est exactement comme nous avec le virus ou avec les fermetures de commerce. On dit pas de chance, ça s'écrase sur mes pieds. Que nous dit Sartre? Que nous avons le pouvoir de travailler notre représentation mentale pour poser une nouvelle finalité, comme ça, voilà, pour poser une nouvelle finalité à notre action. En l'occurrence, si le but, c'est ma finalité première, c'est d'arriver en haut de la montagne le plus vite possible, le rocher est un obstacle. Mais si je pose une finalité nouvelle à mon action, comme par exemple de contempler la beauté du paysage, alors le rocher devient un auxiliaire, nous dit Sartre, et non pas un obstacle. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais moi j'ai un but, j'ai une finalité, c'est d'arriver en haut de la montagne, c'est pas d'avoir un point d'observation de la beauté du monde. Très bien, répond Sartre, mais sauf qu'entre-temps, parce que tu as changé de finalité, tu te retrouves en haut du rocher. Donc tu vas escalader la moitié du rocher. Maintenant, tu vas revenir à ta finalité première et tu vas de nouveau la viser. Et ben, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il faut qu'on ait cette agilité, pardon, où l'on voit que notre liberté, elle est aussi dans les finalités que nous posons à nos activités. Et ça ne dépend pas de la conjoncture, ça dépend de l'esprit humain, ce qu'on appelle la représentation. Et nous, on est trop dans la présence. C'est-à-dire qu'on a voilà, des entraves dans le réel. On en oublie que notre principale marge d'action se situe au plan de la représentation. C'est pourquoi la philosophie, d'ailleurs, peut nous aider. Très bien, merci, merci beaucoup de ce premier éclairage. Alors, nous avons aujourd'hui, comme tu disais, de nombreux entrepreneurs connectés sur ce live. Que dis-tu de l'intuition entrepreneuriale dans ce contexte si incertain?
Tu parles aussi souvent d'improvisation. Ouais. Pourrais-tu nous préciser la place de l'improvisation ou de Et de l'intuition. l'intuition dans la décision dans ce contexte d'incertitude? Alors merci Rézène pour ces deux excellentes questions. Vous me dites si le son est meilleur, je me mets à Oui, droite de l'écran, je n'arrive pas voilà, à comprendre merci, pourquoi, mais peut-être que merci. le micro est à droite, je ne sais pas. Alors, du coup, l'intuition a été beaucoup analysée par à la fois des psychologues, des philosophes comme Bergson, des coachs comme Michel Giffard, que certains connaissent peut-être, un coach qui travaille à HEC. Et il apparaît quelque chose de très intéressant, qui est qu'il ne faut se fier à son intuition que dans le domaine dans lequel on est extrêmement compétent. Autrement, il n'y a aucune raison que l'intuition tombe juste. Donc, dans un monde de plus en plus perturbé, avec une accélération du rythme des changements et avec une accélération de plus en plus anxiogène, il ne faut pas non plus miser trop sur l'intuition. Parce que déjà, en temps normal, elle ne marche pas très bien, puisqu'elle ne fleurit que sur le lit d'une très grande expérience. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'histoire de la science, comme l'a bien montré l'épistémologue Gaston Bachelard, qu'on progresse quand on arrête de se fier à son intuition. Hein. Dans tous les domaines scientifiques, eh bien, quand on devient bon, on apprend à se méfier de son intuition et la science ne progresse que grâce à la rectification des erreurs initiales qui sont en gros des premières intuitions fausses qui avaient l'air très bonnes. Donc, méfiance à l'égard de l'intuition. Toutefois, il y a une exception. Si vous avez un champ d'activité que vous maîtrisez très bien, qui n'est pas particulièrement affecté directement par cette crise, alors évidemment, continuez à écouter votre intuition dans le champ dans lequel vous êtes extrêmement compétent. Je dirais toutefois qu'on va plus avoir besoin d'apprendre à improviser que d'apprendre à écouter son intuition pour les raisons que je viens d'évoquer. Venons-en à l'improvisation. L'improvisation, comme l'intuition, est elle aussi quelque chose qui se développe par une pratique et par une pratique de la répétition. Donc le jazzman, il fait d'abord ses gammes, il répète ses gammes, après il improvise. Le conférencier, le grand orateur, il a beaucoup bossé, il a plein de tiroirs, après il improvise. Le comédien qui fait du théâtre d'impro aussi. Et il se trouve que pour moi, la vraie vie, c'est l'improvisation. C'est-à-dire, c'est de se préparer à des moments plus compliqués, à des moments plus durs, de se préparer par l'expertise, par l'expérience, par aussi l'écoute de ceux qui savent, pour oser franchir ce pas. Et ce pas, c'est l'improvisation. Mais il ne faudrait pas croire que toute improvisation est nécessairement intuitive. En fait, c'est trop en demander. Parfois, il faut improviser. Ça veut dire qu'on n'en sait rien, mais juste il faut y aller. Et ça ne veut pas dire qu'on écoute son intuition. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, il y a des moments où vous devez prendre des décisions. Alors, ce serait trop caricatural de dire que dès qu'on a une grande décision à prendre, elle doit être parfaitement intuitive. Il est vrai que les grandes décisions se distinguent des simples choix rationnels. Un choix rationnel, c'est explicable, c'est logique, c'est produit par un enchevêtrement de tableurs Excel, et une décision, c'est un saut dans l'inconnu. Mais il ne faut pas croire que tous ces sauts dans l'inconnu sont intuitifs. Autrement, on va être paralysé parce qu'on va se dire j'essaie de choisir rationnellement, je manque de critères parce que la crise a perturbé le monde, je voudrais écouter mon intuition, mais je n'ai pas d'intuition parce que je suis perdu. Eh bien, c'est là qu'arrive l'improvisation. Je dirais que la vraie improvisation, elle n'est pas intuitive. Il y a plein de moments où le simple fait d'y aller, hein, Alain disait, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Phrase géniale. Je la répète parce qu'elle est tellement folle. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ça veut dire qu'il y a un moment, eh bien, j'ai peur, je suis angoissé parce qu'il y a trop de changements, parce qu'il y a trop d'imprévisibles. Alors qu'on m'a toujours appris à tout prévoir. Eh bien, qu'est-ce qui va me libérer de cette angoisse? C'est pas de me projeter de 50 manières théoriques, c'est pas de faire tous les plans, les planifications, c'est juste d'y aller. Et là, il va falloir improviser. Je vous rappelle que l'improvisation, non seulement on en a besoin dans notre vie, mais s'il y a bien un moment où on en aura besoin, c'est le jour de notre mort. Parce que personne n'est revenu pour nous expliquer comment ça se passe. Et il n'y a pas de formation pour réussir à bien mourir. Alors figurez-vous que les philosophes disaient, c'est un peu une tarte à la crème, et je vais vous en donner une lecture nouvelle, qu'il faut se préparer à mourir. Que la philosophie, les stoïciens, Montaigne, Marc Aurèle, c'est de se préparer à la mort. Mais alors ça veut dire quoi? Comment on peut se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas? Serait-il assez bête
pour penser que pendant sa vie, on va abandonner ses amis, ses amours, ses centres d'intérêt, ainsi être prêt à mourir. Bien sûr que non. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas assez bêtes pour dire ça. Ils savent très bien que lorsque la mort viendra taper au carreau, on ne sera pas prêt. On n'aura pas envie de dire au revoir à ses enfants. On n'aura pas envie de dire au revoir à la beauté du monde, au corps des gens qu'on aime et à la lumière du soleil dans les feuilles. Alors, ça veut dire quoi dans ce cas? Être prêt. Si on n'est pas prêt, eh bien, ça veut dire exactement que l'improvisation, c'est d'accepter qu'il y a un moment où on ne sera pas prêt, mais il faudra y aller quand même. Eh bien, dans la mort comme dans la vie. Et c'est exactement la situation qu'on est en train de vivre. Donc, on observe quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, il y a un emballement du principe de précaution qui détruit l'économie et détruit l'avenir. C'est qu'on a tellement appris à tout prévoir et à tout anticiper et à penser que notre mérite revient au fait d'avoir bien prévu et bien anticipé. On ne nous a jamais dit, tu sais, tu peux te préparer, mais l'essentiel, c'est qu'à un moment, il faudra y aller sans être prêt. Moi, j'ai été longtemps professeur de lycée, pendant plus de 20 ans. J'ai appris à beaucoup d'élèves à passer des oraux de personnalité. Oui. Et la chose que je réussissais à leur apprendre, c'est, écoute, je ne suis pas là pour te préparer. Je suis là pour t'apprendre à y aller sans être prêt. Parce que la vraie vie, c'est d'y aller sans être prêt. Mais par exemple, c'est quoi une rencontre amoureuse? Vous croyez qu'on se prépare, qu'on est préparé? C'est quoi une rencontre amicale? Vous croyez qu'on est prêt? La vraie vie, c'est l'impréparation. Maintenant, évidemment, il faut se préparer pour vivre le mieux possible l'impréparation. C'est le musicien qui travaille pour improviser. Et bien sûr, ce sont nous tous dans cette situation qui allons nous rassurer dans ce que nous maîtrisons, mais pour nous autoriser le saut dans l'immaîtrise. Très bien, merci beaucoup, Charles, effectivement. Aimer Je me fais un petit verre d'eau tout de suite. Oui, oui, oui. Alors oui, donc du coup, moi, j'aimerais simplement rebondir effectivement sur quelques idées clés de la confiance en soi, une philosophie qui te permet de reprendre effectivement un verre d'eau. Donc, cultiver les bons liens, effectivement, tu en parlais Ouais. tout à l'heure. Moi, je te cite, la confiance en soi est une histoire d'amour et d'amitié. Ouais. Entraînez-vous, transformez avec plaisir ces compétences en confiance. Rien de mieux que le plaisir pour développer ses compétences et gagner en confiance. Émerveillez-vous, tu en as parlé aussi tout à l'heure. Chaque fois que la beauté nous touche, je te cite, elle nous donne la force d'oser être nous-mêmes. Fréquenter la beauté, c'est se rapprocher de soi, non pas simplement s'évader, mais plonger au fond de soi pour y trouver la possibilité de la confiance. Décider aussi, tu en as parlé, retrouver la confiance dans le doute. Passer à l'acte également, tu en as parlé, agir pour prendre confiance, se faire confiance. La confiance en soi se développe dans l'action, donc un point de contact dans le monde. Admirer également. Admirer, c'est prendre son élan. Également, c'est sortir de soi pour mieux y revenir. Voilà, et donc faire confiance aussi au mystère, confiance en la vie. Il y a un petit point sur lequel j'aimerais faire une précision. Oui. Ça me rappelle aussi ta première question. Comment on fait aujourd'hui quand l'incertitude nous angoisse et qu'on est un peu paralysé, un peu inhibé? Si vous demandez des conseils, on a parlé de beaucoup de choses, mais je vais revenir quand même sur quelque chose d'extrêmement simple. Et, il y a une bonne question là, sur l'amateurisme et l'improvisation. Oui. Je vais répondre après. Mais sur la beauté du monde, je voudrais m'arrêter sur ce point. Comment ça se fait? On l'a tous remarqué que parfois on est angoissé, on se projette dans une échéance qui nous fait peur, on se dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on manque de compétences, qu'on n'est pas entouré par les bonnes personnes, qu'on va peut-être être victime de malveillance, être perdant dans une rivalité. Et, mettons, je sais pas, par exemple, on est le dimanche, et on a peur par rapport à une échéance qui vient mardi matin, et puis on va se promener dans la ville ou à la campagne, avec des gens qu'on aime, ou même tout seul. Et finalement, on est en train de marcher tranquillement, et puis on arrête d'y penser. Et au moment où on y repense, alors qu'il fait beau, que soudain le ciel brille d'un éclat nouveau, on a écouté une musique, on a pensé, qu'on a marché avec régularité, d'un bon pas, un pas un peu dynamique, un peu régulier, soudain on se dit,
Mais en fait, ça va bien se passer. Alors que rien n'a changé. Vous voyez, le plan de ma compétence n'a pas changé, mes relations aux autres n'ont pas changé. Et pourtant, au lieu d'être angoissé et de manquer de confiance, j'ai repris confiance en moi et en la vie. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, simplement que je me suis reconnecté au monde, notamment à la beauté du monde. Alors, le rapport à la confiance, il est simple. C'est que avoir confiance, à la différence de la question de l'estime de soi, ça engage le passage à l'action. L'estime de soi, c'est une évaluation abstraite de sa valeur. La confiance, c'est la capacité à y aller, à entreprendre, à faire le premier pas. Et donc, on va dans le monde. On ne va pas n'importe où. On ne va pas dans l'espace. On va dans le monde. Donc, si je me sens habiter le monde davantage grâce à une contemplation esthétique, grâce à une promenade à la campagne, grâce à une promenade en vélo dans ma ville, mais si je suis capable d'ouvrir les yeux, de me reconnecter au monde, au lieu de gérer mon agenda pendant que je pédale, au lieu de faire des réunions au téléphone pendant que je pédale, si je sais ouvrir les yeux et regarder la lumière particulière d'un ciel, si je sais ouvrir les yeux et regarder la forme soudain nouvelle des bâtiments de ma ville, alors je vais me reconnecter au monde et je vais reprendre confiance en moi. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas en moi que j'ai confiance, c'est en le monde, c'est en la vie. Et c'est ça que j'appelle la confiance mystique. La vraie confiance est toujours une confiance en autre chose que soi. Maintenant, je vous l'accorde, ça peut aider d'avoir un peu confiance en soi, en son ego, en son expérience. Mais la vraie confiance, elle est une confiance en autre chose que soi. Je vous renverrai à un exemple très simple. Je vous propose, vous toutes et tous écoutez, de vous souvenir de la dernière fois où vous avez eu vraiment confiance. Autrement dit, vous y êtes allé malgré l'incertitude, malgré le risque d'échec, vous l'avez bien senti, malgré les regards des autres, pas spécialement encourageants. Vous l'avez bien senti et vous y êtes allé en confiance. Je vous pose une question extrêmement simple. Si vous essayez de vous souvenir de cet instant où vous y êtes allé en confiance, malgré le doute et l'incertitude, si vous essayez de vous en souvenir et d'observer l'affect, l'émotion qu'il y avait en haut de votre poitrine en cette seconde où vous avez eu confiance, et bien maintenant je vous pose une question. Vous avez eu confiance en cette seconde-là? En quoi? Avouez que vous n'avez pas envie de répondre spontanément. J'ai eu confiance en moi. Non, vous avez eu confiance tout court. Eh bien voilà, il y a différents chemins pour retrouver cette confiance tout court, qui est une confiance en je ne sais quoi. Il y a un chemin d'expertise technique, il y a un chemin relationnel, il y a un chemin d'admiration, comme tu l'as dit, Rézel, mais tous ces chemins reviennent à la même énigme. C'est que quand j'ai vraiment confiance, je ne sais pas en quoi j'ai confiance. Eh bien, ça me paraît intéressant, dans une époque extrêmement troublée comme la nôtre, une épreuve de bouleversement des certitudes, de se souvenir que je n'ai pas besoin de m'arrimer à de la certitude pour prendre confiance, parce que la vraie confiance, c'est cette confiance en l'incertain lui-même. Ce que nous ont appris tous les grands mystiques, ils ne sont pas des religieux. Les religieux aiment les réponses. Les mystiques s'intéressent à la manière dont la question nous rend vivants. Ce n'est pas du tout pareil. Maintenant, je vais répondre à la question sur l'amateurisme qui m'intéresse. J'ai vu apparaître sur l'écran une question très drôle, en fait, parce qu'elle est tellement révélatrice de notre époque. Oui, mais si j'improvise, on va me prendre pour un amateur. Ben oui, un amateur au sens noble, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la vie. Ça, oui, mais ce n'est pas un amateur au sens mesquin de celui qui ne sait pas faire. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de bouleversements, tellement de basculements, que plus personne ne sait faire. Vous avez par exemple le rapport à l'argent. On ne comprend rien. Comment tant d'argent peut affluer de partout pour aider tout le monde en tombant de l'Europe? On était habitué à penser à l'argent qu'on gagne, à l'argent qu'on épargne, à l'argent avec lequel on facture. Et là, on a l'impression qu'on peut inventer de l'argent sans aucune limitation, avec cette idée qu'on n'aura même pas à la rendre, visiblement. Donc ça, c'est un tel bouleversement de nos repères qu'il va falloir apprendre à avoir confiance
dans ce monde-là, en fait, la vraie confiance, c'est quand on n'arrive pas à avoir confiance. C'est le moment d'avoir confiance. Autrement, ça ne s'appelle pas de la confiance, ça s'appelle de la compétence, tout simplement. Voilà. Quand je suis rassuré parce que je sais faire, ça s'appelle de la compétence. Bah, la confiance commence dans l'au-delà de la compétence. Merci beaucoup, Charles, de cet éclairage. Si tu as aussi la possibilité on a un petit souci sur le micro, de te rapprocher. Merci beaucoup, parce que j'ai quelques petits commentaires, effectivement, sur le son. Merci. Sur le Alors, côté je me droit, rapproche. ça marche très bien. D'accord, d'accord. Merci, merci. Alors, moi, j'ai une question sur la force intérieure. Justement, tu parlais tout à l'heure de sécurité intérieure pour avoir confiance en soi. Tu parles dans ton livre d'une valse intérieure pour nous aider à sortir de notre zone de confort et aller plus sereinement, justement, vers l'inconnu, vers l'incertitude. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous en dire plus? Oui, tout à fait. Et ça me permettra de répondre en même temps à la question de Laurent Tresson, qui est est-ce que la Oui, vraie confiance et le lâcher prise, c'est un peu la même question. Dans mon livre, je parle d'une valse à deux temps, oui, au sens où il y a un premier temps par lequel on va se rassurer dans le connu, se rassurer dans ce qu'on connaît déjà, ce qui réchauffe. Mais tout l'enjeu, c'est de prendre assez confiance pour explorer en sortant de cette zone de confort. Mais à chaque fois, comme c'est une valse à deux temps, il va falloir régulièrement aller se ressourcer, régulièrement ressortir au dehors de cette zone de confort pour explorer l'inconnu. Avec deux nuances. C'est qu'à chaque fois qu'on va se rassurer de nouveau dans la zone de confort, on élargit cette zone de confort, évidemment. Parce qu'on apprend de plus en plus et parce qu'à force de répéter, on élargit le champ de sa compétence. Et puis, à chaque fois qu'on sort au dehors, on ne ressort pas au même endroit. On va plus loin dans l'exploration et plus loin dans la nouveauté. Si bien que la métaphore de la danse marche bien, quand on danse une valse, on est une valse à deux temps, on ne reste pas sur place. On avance en même temps. Et donc, du coup, il y a un lâcher-prise uniquement dans le temps 2. Mais dans le temps 1, il y a une prise. Et en fait, il n'y a de lâcher-prise véritable dans ma philosophie qu'à partir du moment où on a quand même une prise assez solide. Donc, ce n'est pas le lâcher-prise total. On peut résumer ça d'une métaphore tennistique, si vous connaissez le tennis. C'est que les grands serveurs au tennis, ils maîtrisent et ils tiennent leur raquette très bien. La prise est serrée. Mais au moment de frapper la balle, ils lâchent un peu le manche à l'instant de l'impact et ils le reprennent juste après. Dans le même quart de seconde, il y a une sorte de relâchement de la main qui fait que la raquette, c'est comme si elle était jetée et rattrapée la seconde d'après. Enfin, jetée et rattrapée le dixième de seconde d'après. Donc, vous voyez, un tout petit peu de lâcher prise, en fait, dans une prise assez serrée. C'est ça la liberté, mais ce n'est pas un lâcher prise total. D'ailleurs, le lâcher prise total, en général, est pathologique. En général, quand on lâche vraiment prise, c'est que ça ne va pas. Donc moi, je ne suis pas pour se lâcher prise à tout crin. En revanche, je suis pour arriver à une dialectique, à deux temps, entre de la maîtrise et de l'immaîtrise. Il faut maîtriser assez pour s'autoriser l'immaîtrise et régulièrement aller se ressourcer dans sa maîtrise pour de nouveau s'autoriser l'immaîtrise. Donc ne soyons pas caricaturaux. Il ne faut ni encenser les coachs de la volonté et de la répétition uniquement, ni tomber dans le lâcher-prise du bouddhisme zen. C'est pas possible. Nous sommes obligés de tenir les deux maillons de la chaîne et de danser de l'une des attitudes à l'autre. Pour le résumer, d'une métaphore un peu drôle, eh bien, dans la même journée, on peut aller à la salle de muscu à l'aurore et faire de la méditation de pleine conscience à l'apéro. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible du tout. Au contraire, c'est probablement le secret dans une époque agitée comme la nôtre, d'aller chercher ces deux ressources et de les combiner dans ce que j'ai appelé donc la valse à deux temps. très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, je vais prendre une question qui m'a été envoyée,
qu'on nous a envoyé un petit peu avant le live. Comment remotiver des personnes de notre entourage pour tenter de leur redonner confiance à ses collaborateurs, à ses équipes ou à son entourage familial? C'est une question un peu large pour y Oui, répondre en une seule phrase. J'aurais envie de. Enfin, je vais donner 3 axes de réponse. Le premier, c'est l'amour. C'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance parce qu'ils ont l'impression que leur compétence va être balayée par le vent de l'histoire. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils ont un problème d'estime. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils ont du mal à passer à l'action. Mais il y a quelque chose qui permet de décaler un peu la focale et de les booster profondément, si c'est possible, bien sûr. Si c'est un enfant, si c'est un collaborateur que vous connaissez très bien, c'est de faire comprendre à cette personne qu'elle est digne d'un amour inconditionnel, quels que soient ses ratages et au fond, ses échecs. Donc, on a évidemment un premier chemin, donner confiance aux autres, qui est un chemin d'amour. Qu'on entende ce terme au sens sensuel, au sens bouddhiste, au sens chrétien, peu importe, il y a une puissance libératrice dans le don d'amour, c'est évidemment la première réponse. Ensuite, il y a une réponse très opérationnelle, qui est de dire, comme le disait Lao Tse, le plus grand des voyages commence par un petit pas. Donc là, c'est une autre méthode, c'est de dire, tu sais quoi, on va y aller doucement, on va arrêter de se concentrer sur l'objectif à 6 mois, on va même oublier Noël, parce qu'il se passe tellement de choses, c'est tellement la merde chaque jour qu'on va oublier Noël. En revanche, tu as quoi à faire demain matin? Il est 18h, qu'est-ce qui t'angoisse demain matin? On va y aller tout doucement, avec ce souci, au niveau de chaque étape, de regarder le progrès qui a été parcouru, de savoir se réjouir de chaque étape, si minime soit-elle. Et puis enfin, troisième axe, c'est carrément tout mon livre. Et ça, il n'y a rien de plus libérateur que ça. Je l'ai tellement souvent expérimenté avec des élèves, par exemple, du lycée, c'est que quand les gens n'ont pas confiance en eux, ce qui les rassure, c'est de leur dire que de toute façon, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux, avoir confiance en soi, parce que le moi n'existe pas. C'est-à-dire que quand les gens sont mal, ils ont l'impression que leur identité profonde est affectée de nullité, que leur ego est nul, que leur moi profond est médiocre. Que de leur dire, mais en fait, tu n'as pas de moi profond. Tu ne peux pas être nul parce que tu n'es pas. Tu n'as pas d'essence. Tu n'as pas de noyau insécable. Tu n'es une multiplicité de choses qui s'agencent. Tu as une histoire. Tu peux devenir, mais tu n'es pas. Autrement dit, eh bien, libre à toi d'inventer autrement ton existence, mais arrête de te demander ce que tu es. Est-ce que tu es nul? Est-ce que tu es super? Ça rejoint la méthode des petits pas. C'est aussi une manière de dire que la confiance en soi n'est pas la confiance en soi. Le soi n'existe pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, on va lui dire, dans ce cas-là, tourne-toi vers les bons autres. Ou alors, tourne-toi vers la vie. Moi, c'est ce que je faisais souvent avec des élèves qui étaient en panique avant de passer un oral, qui voulaient absolument réviser le programme au dernier moment. Et je disais à ces élèves, attends. On t'entend plus très bien, pardon. Oui, donc je disais aux élèves, Alors, ça va avoir le micro dans cet ordinateur. oui, là, Je disais aux élèves, paniqués par une échéance, qui voulaient réviser et parler du contenu, eh ben, on va avoir une stratégie de la diversion, le choc de diversion. Je disais à cet élève, mais en fait, t'aimes quoi comme musique? Alors, mais écoutez, monsieur, c'est pas le moment, je suis stressé, j'ai envie de réviser. Non, t'aimes quoi comme musique? Bon, ok, j'aime Booba. D'accord, t'aimes quoi d'autre comme musique? J'aime Bach. Très bien. Et en fait, alors que la personne avait l'impression que j'allais partir de cette musique pour revenir au sujet, pas du tout. On se met juste à parler de musique. Et puis, au bout de 10 minutes, eh bien, l'angoisse est partie, la confiance est revenue, tout simplement parce que souvent, ce qui nous fait manquer de confiance, c'est la focalisation sur l'objet de la confiance. À partir du moment où on dit, comme j'explique dans mon livre, que la confiance doit être entendue au sens élargi, comme une confiance en autre chose que soi, le monde, le ciel, la musique, Dieu, la chance, les autres, évidemment, ça me donne confiance en moi,
parce que ça met beaucoup moins la pression sur le moi. Voilà, 3 chemins. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Là, je reprends peut-être une petite citation de Stéphane, donc une citation de Winston Churchill, avant son départ pour Yalta. Donc, c'est une erreur que de vouloir trop se projeter dans l'avenir. On ne peut saisir qu'un par les maillons de la chaîne du destin. Ouais, Qu'en je crois. penses-tu? Je pense que la métaphore de la vase à deux temps s'applique encore une fois. Oui, D'ailleurs, il est clair que Churchill dit ça parce qu'en tant qu'homme d'État, il passe sa vie à se projeter. À partir du moment où il a cette posture-là, je passe ma vie à me projeter, ça va être extrêmement libérateur de cesser de se projeter par moment et d'y aller step by step. oui, Mais évidemment, c'est parce que pour l'essentiel, il se projette. Nous sommes des animaux humains, ça veut dire que notre conscience est tournée vers l'avenir. Comme le disait Sartre, la conscience, c'est de se jeter hors de soi, et Sartre disait que le projet, se jeter devant de soi, jeter au devant de soi, signale l'existence humaine. Donc, la base, c'est qu'on se projette. Et évidemment, ce qui va nous faire du bien, surtout quand il y a beaucoup d'incertitudes, c'est de se projeter un peu moins, de se projeter sur des choses plus petites, plus minuscules, et de se contenter de ces projections-là. En effet, je suis d'accord avec Churchill. Après, il ne faut pas oublier qu'une existence humaine sans projection n'est pas une existence humaine. On a toute cette tarte à la crème du livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle nous dit qu'il y a un moment, si on est dans le moment présent, il n'y a que le moment présent. D'accord, c'est vrai qu'on peut y arriver si on souffre par la référence à quelque chose du passé, si on est trop angoissé par une perspective d'avenir, on peut différer, diluer ces angoisses en se recentrant sur le présent. Bien sûr que c'est vrai, mais une vie humaine, ça n'est pas ça. Ça, c'est une vie appauvrie, une vie réduite, une vie simplifiée. Dans une vie humaine, je suis désolé de vous le dire, il y a les 3 dimensions de la temporalité qui sont convoquées tout le temps. On traîne son passé avec soi tout le temps, on se dirige vers l'avenir, c'est comme ça, et on essaye par moment, à l'occasion d'un verre de Bourgogne ou du soleil, de retrouver un peu de présent. Mais nous habitons le fleuve du temps, et non pas le présent. Notre biotope, c'est l'incertain, je vous le disais au début, et c'est la temporalité. Donc, ne pas trop se projeter, oui, mais se projeter aussi. très bien. Merci beaucoup. Alors, oui, j'ai d'autres questions. C'est une question assez spécifique, assez personnelle, je dirais. Comment rester confiant en la vie quand on vient nous annoncer notre licenciement? Alors ça, c'est difficile en une phrase quand même. Oui, Mais je voudrais surtout respecter la souffrance des uns et des autres. Moi, je déteste ceux qui veulent positiver à outrance. Je pense qu'il n'y a rien de plus déprimant quand on est blessé que d'avoir en face de soi quelqu'un qui positive trop. Je pense qu'il faut accepter d'abord un moment désagréable, il faut accepter un moment de blessure d'ego, et consentir à aller mal un certain temps. Je pense qu'on ira mieux plus vite parce qu'on accepte d'aller mal. Donc, il ne faut pas être dans le déni et mmh, faire comme si c'était une chance. Je ne suis pas comme certains Américains qui disent oui, tout licenciement est une fête, tout échec est un diplôme. Non, il faut accepter le moment où ça fait mal. Mais peut-être ce qu'on peut se dire, c'est qu'on en sortira grandi parce qu'on est toujours dans l'histoire de l'espèce humaine. L'humanisation va avec la blessure et avec l'échec. Quand on observe ce qui se passe, on développe des liens humains d'autant plus forts avec de l'empathie et de l'intelligence qu'on a connu des expériences de l'échec. Ce que j'expliquais dans mon livre d'avant, les vertus de l'échec. Et il y a beaucoup de personnes qui, à force de ne pas connaître l'échec, de ne pas connaître le licenciement, de n'être pas quittés par leur amoureux, deviennent extrêmement cons, extrêmement suffisants et incapables de comprendre les autres humains parce qu'ils ne sont pas assez humanisés par cette expérience de l'échec. Donc ça peut quand même nous rassurer.
de se dire que à terme, on va plus loin en ayant échoué et tiré un enseignement de son ratage qu'en n'ayant pas échoué. Par rapport à cette question du licenciement, je voudrais vous rappeler la différence entre le jeune humain, l'enfant humain et le petit poulain. Vous avez un petit poulain qui n'échoue jamais. Il va réussir à marcher au bout d'une demi-heure. Et vous avez un enfant humain qui va échouer en moyenne 2000 fois avant de réussir à mettre un pied devant l'autre. Donc, si on est focalisé sur l'instant T, le petit humain est un galérien, un loser. Le petit poulain est très doué. Et donc, si on est focalisé sur l'instant T, quand je me fais licencier, je suis un loser. Quand je gagne bien ma vie, je ne me fais pas licencier, je suis un winner. Mais en fait, on s'aperçoit que le petit enfant humain, eh bien, il va peut-être avoir du mal à y arriver, mais après, il va faire du vélo. Et après, il va conduire une voiture. Alors que le poulain, il ne connaît pas d'échec, mais il est toujours pareil. Il ne connaît pas d'échec, mais il ne progresse pas. Il ne connaît pas d'échec, mais il reste toujours le même. Et jamais aucun poulain n'a jamais réussi à faire du vélo. Preuve, s'il en est, qu'on a besoin d'échouer pour réussir à développer son humanité. Très bien, merci beaucoup pour pour ce beau, comment dire, témoignage de, voilà, confiant en l'avenir. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions, on a encore 2-3 minutes pour y répondre. Moi, j'aimerais simplement proposer un petit résumé peut-être de notre échange déjà. Je te cite: «La confiance en soi n'est pas innée, elle ne s'acquiert pas avec seulement de la détermination. C'est une alchimie, la synthèse étonnante de 3 forces distinctes, une force de compétence, confiance en son savoir-faire, une force relationnelle, confiance en autrui, et une force mystique, confiance en la vie.» Alors, je vais prendre une dernière question qui a été envoyée avant notre échange. La connaissance de soi est-elle liée aussi à la confiance en soi? Oui, alors, c'est une très belle question. Et la réponse est clairement oui. Vous voyez Ulysse dans la mythologie, dans le récit d'Homère, il ne perd pas sa confiance, alors qu'il met 10 ans à rentrer chez lui, qu'il connaît des combats, des ennemis qui l'empêchent de rentrer, des sublimes déesses ou mi-femmes, mi-déesses qui lui proposent une éternité de plaisir. Comment ça se fait qu'il ne perde pas confiance et qu'il sache quelle est sa quête? Parce qu'il se connaît, justement, parce qu'il sait quel est son désir, quelle est sa véritable ambition. Son désir, c'est de retrouver sa ville, sa femme et son enfant. Eh bien, la connaissance de soi nous conduit ainsi vers la confiance. Mais j'aurais presque envie de préciser la connaissance de son désir. Savoir ce qui compte pour moi, savoir à quoi j'aspire vraiment, savoir ce qui est essentiel. Parce que quand je le sais, je suis moins chahuté par les mouvements contraires de l'actualité et des crises. Mais si je n'ai pas ce point de repère, je vais perdre confiance parce que je ne vais pas savoir à quoi m'accrocher dans la tempête. Où l'on en arrive à cette idée, il faut faire une psychanalyse, une psychothérapie, être accompagné par des bons coachs, se débrouiller pour avoir un lieu, une ritualisation pour essayer de mieux se connaître. Car quand les temps seront durs, alors on aura cette espèce de boussole qui est son véritable désir. Et grâce à cette boussole, on pourra s'orienter dans la tempête. Très bien, merci beaucoup Charles. Aurais-tu peut-être un dernier mot? Que souhaiterais-tu nous dire, pardon, en conclusion aujourd'hui? Moi, j'ai envie de vous dire, en pensant à cette période compliquée qu'on traverse, compliquée pour nous tous, que notre responsabilité à tous les niveaux, en tant que parents, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entrepreneuse, en tant que mère, en tant qu'ami, en tant qu'amant, tout en tant qu'homme politique, en tant que patron de club de sport, ce que vous voulez, l'avenir va dépendre de notre capacité à continuer à chercher à être inventif dans la crise. Si chacun attend que les solutions arrivent de l'État, si chacun attend de retrouver le monde d'avant, si chacun s'accroche à ses réflexes du monde d'avant, alors on n'est pas sûr que ça finira bien. Mais si chacun d'entre nous essaye de se dire, il y a une part de moi qui a peur,
part de moi qui est créative. Et je vais chaque jour faire un peu attention à ce que l'inventivité l'emporte sur l'effroi, à ce que la créativité l'emporte sur la frilosité. Alors, ça finira bien. Merci, merci beaucoup, Charles. Alors, si tu me le permets, j'aimerais aussi conclure notre échange en te citant avec deux extraits, de magnifiques extraits de ton livre, La confiance en soi, une philosophie, qui au passage est une véritable merveille. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire. Donc, je te cite donc: comment ne pas croire en la vie quand elle m'a donné la chance d'être, alors que rien ne me prédisposait à sortir du néant? Et quelle manière de relativiser! Nous nous inquiétons moins de notre possible échec lorsque nous prenons la mesure du triomphe que constitue le seul fait de vivre. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi, c'est trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir, trouver dans le doute, tout contre lui, la force de s'élancer. Merci à tous. Merci Charles, merci pour toutes ces clés si précieuses pour avoir davantage confiance en nous, en la vie, malgré tout. Merci à vous également, participants, de votre fidélité, de nos échanges quotidiens. À noter notre prochain live, mercredi 25 novembre, avec un champion olympique, Edgar Gros-Piron, sur le thème de la résilience. Merci beaucoup, beaucoup, Charles, de ton temps, de ta belle énergie. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de la vie. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.